Eh ben, on est dedans, ça y est. Je t'écoute. Coucou toi, c'est Salut. épisode 1 avec Marie. Saison 2, épisode 1. Bienvenue dans la série. Merci. Tu as un peu regardé comment ça se passe? Moi, j'ai un petit peu regardé. Alors, tu sais qu'il y a des questions un peu répétitives, comme on dit, systématiques, voilà. Systématique. Donc, par exemple, la première question souvent que je pose, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et il est question de te présenter, comment tu te présentes? Comment je me présente? Je donne mon prénom. Et Vas-y. généralement, je parle de mon travail. Simule. Je simule. Oui. Bah, quand tu te présentes. Salut, je m'appelle Nicolas. Salut, je m'appelle Marie. Oui. Et toi? Et puis généralement, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et Ouais. toi? Et là, je dis que je suis fleuriste. Ça Ouais. marche à tous les coups pour créer du lien. Ouais. Les gens adorent. Parce que les gens sont surpris un peu, tu penses? Enfin, qu'est-ce qui se passe en général? Ils sont un peu, oui, surpris souvent, sans doute parce que j'évolue dans un milieu où encore le métier de fleuriste est associé à des études, à pas d'études en fait, à un métier artisanal qui se fait juste après le brevet. Et Un peu un bohémien, quoi. Ou une bohémienne, quoi. non, plutôt quelqu'un qui va pas jusqu'au bac ni après. Moi, mes amis, ils ont tous des masters et Quelqu'un qui a raté sa vie, quoi. qui n'a pas voulu faire des études T'as fait quoi, toi, comme étude? de l'histoire de l'art. Ah oui. Oui, j'ai fait un master en histoire de l'art et ensuite une reconversion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu le Covid. Ah, et c'est pour ça que tu t'es reconverti au FLA? Entre autres, mais pas Ouais. que. Je m'ennuyais en fait. Je commençais à m'ennuyer dans mon travail. Tu as commencé à travailler dans ce domaine? Moi, j'ai travaillé 5 ans comme assistante d'exposition. Et puis, Où ça? beaucoup à Beaubourg. Ah oui. Ouais. J'ignorais tout un Tout un vie. plan de ta vie, ouais. C'est marrant, ça. Parce qu'on est carrément dans le même milieu, Ouais, puisque je fais... mais j'en suis complètement Ouais. sortie en fait. Mm. Je vais plus trop. Ouais, je suis vraiment sortie de cet univers. Tu vas même pas à des expos, parfois? Ah, si, quand Des même. Mais vernissages moins souvent. avec des Moins souvent. copains ou des collègues? À des des expos. connaissances? Ouais. Si, toujours un peu, bien sûr. J'ai toujours cette curiosité culturelle, mais c'est moins le centre. C'est pas le centre de ma vie, quoi. Loin de là. L'artiste que tu respectes le plus, Vivant, ouais, j'allais dire. vivant. J'aime beaucoup Hockney. J'aime son travail, Ouais, il est à peine sa vivant, lui. pensée. Bah, tu m'as demandé vivant. Moi, je suis spécialiste de l'art moderne, alors ils sont tous morts hein, depuis Ouais. longtemps. Et autrement, de mort, l'artiste mort favori, ça serait qui? Clé. Paul Clé. Ah, c'est cool. Mhm. J'adore. Mais j'ai travaillé sur une exposition sur lui, à Beaubourg. C'est mon père qui m'a fait découvrir plein d'artistes géniaux, dont Paul Klee. C'est génial, Clé. Mm. C'est très profond. C'est à la limite de l'art brut. Il y a tout, en fait. Mm. Puis il y a aussi les écrits, la poésie, le travail acharné, toute sa vie jusqu'à la fin. Incroyable, Marie. J'avais l'impression de te connaître et d'un coup, je découvre que en fait, tu es complètement... C'est vrai qu'on a ce préjugé sur les fleuristes. Ah. J'avoue que je l'ai aussi. Tu vois? Mais moi, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est presque un choix sociétal, quoi, d'être fleuriste. Eh ben, ça a fini par le devenir. C'est un fuck à la société, un peu, je trouve. C'est un fuck à l'espèce de parcours qu'on te trace de faire des études, bac+5, et ensuite d'avoir un métier. C'était pas un choix à toi? Ah si, bien sûr, mais je crois pas qu'à 15 ans... Je sais pas si j'aurais pu dire à mes parents à 15 ans, j'arrête, je vais pas, je vais faire un CAP fleuriste maintenant. Ils auraient flippé? Je pense. Ouais. Je pense. Enfin, je veux dire, même après la seconde, j'aurais pu faire une première littéraire, ils m'ont poussé vers la première S. Donc déjà... Ah bon, pourquoi? Bah, mon père est ingénieur et ma mère était prof de maths. Donc... Tu regrettes pas? Non, je regrette rien. Et tu avais eu d'autres idées pour ton avenir professionnel? Je mets plein de guillemets partout. Est-ce que tu avais envisagé des métiers? Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les chevaux. Ouais. J'ai voulu être jockey. Ah oui, comment ça se fait? Bah, je montais à cheval, j'adorais ça, je trouvais ça super.
Après, je me suis vite rendu compte que j'étais un peu trop grande. Et ensuite, j'ai voulu avoir un ranch. Après, je pense que j'ai envisagé veto. Et puis j'ai compris que ça allait être trop dur. Donc finalement, j'ai fait de l'histoire de l'art. Mais c'était bien aussi. Et l'histoire de l'art, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as... J'ai adoré. Mais t'as adoré quoi? Mes études, j'ai adoré. Mais Comment j'y suis venue? Oui, c'est ça. Comment c'est arrivé, cette idée-là? J'ai fait une prépa en pratique artistique, en fait, après le bac, pour passer les concours des écoles d'art. Parce que tu voulais être artiste? Oui, je voulais faire de l'illustration ou du design d'espace. Je suis entrée aux Beaux-Arts de Toulouse. Ça m'a pas du tout plu. Enfin, j'ai rien fait, en fait. J'ai fait des vernissages. Comment ça, t'as fait des vernissages? Bah, des apéros gratuits, quoi. Non, mais j'ai fait la fête, beaucoup. Non, j'ai bien aimé Toulouse, j'ai trouvé l'ambiance chouette. Après, je me suis sentie un peu déracinée, mais j'avais ma famille à Paris et tout, c'est loin quand même. Mais je me suis pas... l'école m'a pas trop plu. Je trouvais ça pas très sérieux. Par contre, j'ai découvert l'histoire de l'art dans mes études artistiques. Et ça m'a vachement plu. Et j'ai demandé une inscription un peu en retard à Paris 4 en licence. Et puis j'ai fait tout mon cursus à Paris 4, ma licence et puis un master recherche. Chouette. Et c'était génial. Paris 4, c'est... Et combien ça a duré? C'est 3 ans, non? 5. 5 ans l'histoire de l'art? Bah, 3 ans de licence et puis 2 ans de master. Je suis complètement... Moi, je n'aime pas le bac, justement. Mais tu es quand même snob. Snob, t'as dit? Bah oui, t'as des a priori sur les gens qui n'ont pas le bac. C'est toi qui viens de me le dire. J'ai jamais dit que j'étais snob. Non, c'est moi qui raccourcis. Très bien. Ça me va. Alors du coup, j'entame ma liste. Vas-y. Le souvenir le plus lointain aujourd'hui, c'est quoi? Le souvenir le plus lointain, je crois que c'est la première fois que j'étais super impertinente avec mon grand-père. On sortait du restaurant, il y avait ma grand-mère, c'était un repas de famille. Et j'ai pas voulu embrasser mon grand-père pour lui dire au revoir. Et là, ma grand-mère m'a demandé ce que ça me coûterait de lui faire un bisou. Et puis je lui ai répondu 10 francs. Et je suis partie. Waouh! Et oui, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que c'est violent. D'imposer les bisous aux enfants. D'abord, je trouve que le contact physique, c'est doit être toujours le choix de l'enfant. Et puis quand un parent oblige son enfant à me saluer, ça me met hyper mal à l'aise. Et j'ai dit non, il n'a pas du tout besoin de me dire bonjour. Et puis ne pas me dire bonjour, c'est ok, quoi. Parce que je trouve qu'ils sont toujours un peu en otage des parents. Déjà, ils subissent où les vont les parents. relations des parents Oui. aussi. Je n'ai pas du tout envie de dire bonjour, va te faire foutre, quoi. C'est vrai. Et c'était un moment douloureux? Non. Parce que tu t'en es voulu? Non, ça a beaucoup fait rire tout le monde. J'étais Ouais. un peu... j'étais la première. Mes grands-parents étaient en adoration devant moi. D'accord. C'était pas... Non, ça n'a pas fait un esclandre. Donc tu les as pas eu les 10 francs? Non. L'arnaque. Je crois pas. C'est à quoi de demander si... Faut tenter. Alors j'ai mis dans ma liste que je t'avais soumise d'avance un petit peu la question des bébés parce que moi j'ai une histoire personnelle avec ça. Mais tu te rappelles comment tu as appris comment on fait les bébés? Est-ce que ça t'a fait? Je pense que j'ai appris dans les livres. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu des conversations vraiment avec ma mère, mais pour autant, elle a fait en sorte que je sois informée, en me donnant de quoi m'informer. Et j'ai toujours lu beaucoup. Petite, j'étais vraiment tout le temps plongée dans les livres, donc je pense comme ça en fait. Et ce que ça m'a fait, bah, je n'ai pas souvenir d'un choc. Hein. Si je l'ai appris dans les livres, je pense que... Est-ce qu'on te faisait de la lecture quand tu étais petite? Ah oui, avant que je sache lire, oui. Ouais. Beaucoup? Tout le temps. Je pouvais... Enfin, c'était obligatoire, C'est tous les génial. soirs. Quelle chance. Je réclamais de toute façon. Bah, une fois qu'on a goûté, c'est un voyage quand même. C'est clair. Ta première déception humaine? Ma première déception humaine, je pense que ça devait être avec ma meilleure copine de collège. Genre de la 6e
Troisième, c'était ma meilleure copine. Mais elle était un peu nulle, en fait, cette fille. Oh, j'espère qu'elle verra jamais cette vidéo. Si tu veux, on coupe. Hein. Non, c'est pas grave. Bah, Tant pis, en on la fait. nomme pas de toute façon. Non, non, c'était une amitié un peu toxique de compétition. Et puis très fusionnelle en même temps. On était beaucoup que toutes les deux. Je suis assez curieux de ce concept de l'amitié toxique parce que je trouve que ça déresponsabilise l'acteur principal de cette déclaration souvent. Bah non, je pense que dans une relation de toxicité, les deux parties sont actrices. Hein. Sont toxiques, ouais. Non, je veux pas du tout... la relation est toxique, c'est pas l'autre personne qui est toxique. C'est ça. Quoi. Non, j'ai parlé vraiment de l'amitié qui était toxique. Pour moi, il y avait quelque chose de vraiment pas sain. Et des deux côtés. Hein. Je suis assez persuadée que les rapports de domination-force s'exerçaient dans les deux sens, de manière alternée, sans que ce soit très sain, très transparent, très enrichissant. Il y a eu un événement en particulier qui a fait que c'était une déception humaine? À un moment, on s'est disputé et puis on est complètement sortis de la vie l'une de l'autre pendant plusieurs mois. Et là, ça a été hyper dur, quoi. Comme une rupture amoureuse, en fait. Mais vu que c'était mon amie, la personne que je fréquentais dans la majorité du temps, je me suis retrouvée très seule. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Quand je suis arrivé en France, mon père m'avait dit « Fais gaffe, les pires ennemis sont les ex-amis et les meilleurs amis sont souvent des ex-ennemis. » Oui. Ex-ennemis, on dit, pardon. Ouais. C'est marrant comme idée, non? Ça marche pas mal. Parce que l'ami te connaît très intimement, donc il sait très bien où taper, quoi. C'est ça. Mais bon, du coup... Pour faire mal, je veux dire. Le concept d'amitié, là, il est un petit peu chamboulé. L'ex-ami, quoi. D'accord. Et ta première rencontre avec la mort? C'était mon grand-père, un paternel, qui est mort le premier, je crois, dans ma vie d'enfant. J'avais 10 ans, je pense. Est-ce que c'est le fameux à qui tu as essayé de vendre un bisou? C'est le même, le pauvre. T'avais quel âge, 10 ans? Ouais, une dizaine d'années. C'est dur, 10 ans, c'est tôt. Hein. Mais c'était très abstrait. En fait, mes parents m'ont toujours vachement protégée de la mort. Jusqu'à encore aujourd'hui, dans ma vie, j'ai assisté à un enterrement, je crois. C'est peu. Tu trouves que c'est bien de protéger les enfants de la mort, entre guillemets? Ils n'ont pas eu la même attitude avec ma sœur et avec moi. Ma sœur est plus jeune et après les médecins, donc de toute façon. Mais avec moi, ils ont toujours... Ils m'ont, disons, laissé le choix en appuyant la possibilité très fortement que je reste à la maison plutôt que de venir aux enterrements familiaux. D'accord. Et est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je pense qu'ils se sont dit que pour moi, c'était bien. Mais ta sœur n'était pas médecin encore? Non, mais c'était... Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec elle, ils l'ont beaucoup plus... C'était plus détendu, quoi. Je pense qu'ils estimaient qu'elle était moins sensible à ce genre de choses. Plus forte. Je crois que c'est toujours le cas, c'est ce qu'ils estiment. En fait. Et tu penses que c'est le cas ou c'est une idée reçue, enfin un préjugé? Je pense que c'est pour partie vrai et qu'en même temps ce sont des choses qui sont des poids pour nous deux. Qu'elle est obligée d'endosser un rôle de la sœur qui est forte et qui encaisse et qu'en réalité parfois c'est trop. Et comme moi je suis obligée d'endosser un rôle un peu infantilisé ou infantilisant et que parfois ça me pèse aussi. Alors qu'en réalité, c'est moi la grande sœur aussi. Voilà. Ta définition de l'amour? Ma définition de l'amour. Comment tu expliquerais à un enfant ce que c'est l'amour? Je pense que c'est une relation qui doit être basée sur une grande confiance. C'est une forme de partenariat, mais romantique. Entre deux personnes. L'amour au sens large ou l'amitié? Oui, l'amour comme concept absolu, quoi, plutôt qu'une relation. Pas la relation amoureuse. Oui, ça c'est un abus de langage parce que. Ok, l'amour, c'est ça, une relation de confiance qui te pousse à prendre, à te dévoiler tel que tu es, je pense, et à accepter l'autre comme il est. Je crois que le vrai amour, c'est un peu absolu. Enfin, c'est peut-être un peu trop de dire ça, mais
j'ai le sentiment que tu peux un peu... une personne que t'aimes vraiment, tu peux lui pardonner vraiment beaucoup de choses, si ce n'est tout. C'est quoi la pire chose au monde? Une vie sans amour, non? Ou être tout seul. La solitude. Ouais. La solitude, ou pire, la solitude dans la foule, tu vois. Il y a plein de monde, mais on t'ignore, la solitude, quoi, à la fin. Non, mais l'absence d'amour, vraiment. Enfin, les deux sont un peu liés, je trouve. Ça, c'est la pire chose, je crois. Ouais. Quand tu dis on t'ignore, ça veut dire que tu ne sers à personne, quoi. Tu n'apportes rien à personne, c'est ça? Aucune joie. Ou c'est ce que tu ressens, c'est-à-dire, ou c'est ce que les autres te font ressentir. Peut-être que c'est Tu faux, mais ressens non. des autres. Ouais, qu'on t'ignore, qu'on ne prenne pas en compte, tu vois. Ça, c'est l'enfer. T'imagines un monde où personne ne te parle. Horrible. On y est quasiment, non? Ben non. Non, mais après, on a nos cercles d'amis. Mais oui, c'est ça, mais sans ça. Notre famille. Un monde sans amitié, sans amour, sans cercle. Horrible. Ouais, c'est ça le pire. Ouais. Les écrivains souvent font l'expérience de justement de la solitude, de l'ermite voyageur. Mais je suis pas écrivain. Je trouve que c'est intéressant de sonder justement sa force intérieure dans un isolement absolu comme ça. Oui, mais alors si c'est une expérience, c'est provisoire. Je te parle d'un absolu. Bien sûr, bien sûr. Tu vois. Mais tu sais que tu retrouves quelqu'un après l'expérience de la solitude. Bien sûr, bien sûr. Et alors du coup, la chose la plus précieuse serait les autres, c'est ça? Ouais, les interactions avec les autres, c'est quand même chouette. C'est ce qui nous fait exister et nous remettre en question et avancer. Ouais, les autres. Et alors, imaginons que tu tombes nez à nez avec un extraterrestre, Oui. très, très sympathique, et qui te demande... c'est quoi l'humanité? C'est quoi déjà ce truc? Comment tu résumerais un gentil extraterrestre pour qu'il navigue un peu mieux, pour lui donner des repères? C'est marrant parce que quand tu m'as envoyé cette question, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité » et c'est l'introduction du livre en fait. C'est un livre sur les questions de genre et dont la thèse est de défendre que dans les rapports d'hétérosexualité, il y a toujours des rapports de force et de domination parce que la société fait qu'il y a les hommes qui dominent et les femmes qui sont dominées. Et du coup, l'introduction, qui est une démonstration par l'absurde, c'est une présentation des êtres humains entre hommes et femmes à une voyageuse qui viendrait d'ailleurs et qui ne connaîtrait pas ces rapports. Donc je peux reprendre cette définition, mais du coup, c'est des rapports de domination et de soumission entre des personnes catégorisées comme hommes qui portent des attributs qui les classent et les font apparaître et se comporter comme des hommes, et puis des femmes ou des êtres considérés comme femmes. Et que finalement, tous ces rapports de force entre ces deux genres, finalement, sont conditionnés par leur appareil génital, en fait. Donc ça, c'est la démonstration par l'absurde. Mais sinon, je ne sais pas, moi, ce que je dirais à un extraterrestre. Déjà, est-ce qu'on parlerait la même langue? Non, mais imaginons qu'il peut oui. comprendre. En fait, c'est une façon de te proposer de définir l'humanité. Oui, c'est ça, de juste me dire qu'est-ce que tu en as compris à ce stade, c'est quoi tes outils pour naviguer dans ce bordel, quoi. C'est ça l'idée, en fait. Ouais, les outils pour naviguer dans l'humanité. Comment tu fais pour... parce qu'en plus, dans les villes, je trouve qu'on est un petit peu dans un truc déshumanisé, énorme hôpital psychiatrique où il n'y a que des extrêmes, parce qu'il y a une polarisation de comportement qui est assez brutale. Entre le métro, le vélo, la boutique, le supermarché, tous les schémas d'interaction sociale qui sont complètement artificialisés, en fait, un peu comme on parle des sols dans les villes. Je trouve que les relations humaines sont toutes un petit peu... s'articulent toutes autour des choses assez artificielles dans la société,
comme le capitalisme, les échanges commerciaux essentiellement et des échanges de dépendance. Alors je pense qu'il y a ça, c'est un fait. Moi, comment je fais pour vivre là-dedans et que ça me plombe pas trop, bah juste je cherche la poésie, je crois, tu vois, dans toute chose. Et j'essaie de créer des moments de respiration et de connexion qui sont plus vrais, en fait, avec les gens, ou effectivement, dans juste un coin de ciel bleu, les trop belles couleurs d'une fleur, ou un truc. J'essaie de regarder les choses, de trouver du beau, en fait. De mettre un filtre poétique, quoi. Ouais, voilà, je mets mes lunettes, le monde est beau, et ça passe. Je fais un peu l'autruche, quoi. Mais ça marche. Ça me permet de rester assez optimiste comme personne. Ouais, c'est comme ça que j'arrive à faire. Si tu pouvais retourner à tes 15 ans pour te filer un petit conseil, tu te dirais quoi? Sois un peu moins dur avec tes parents, ils font ce qu'ils peuvent. Je crois que c'est ça. J'ai vraiment eu une crise d'adolescence un peu difficile. Ouais. Et puis aussi peut-être... Ouais, enfin, sois plus proche de ta famille, je crois. Parce qu'à la fin, c'est quand même important. Je crois bien que le cercle, enfin, le noyau familial, c'est quelque chose qui est toujours là, normalement. Enfin, jusqu'à ce que les gens meurent, mais c'est pas tout de suite pour moi, donc ça va. Sois moins dur et concentre-toi sur des choses moins futiles, quoi. Et tes parents, tu leur dirais quoi? Si tu pouvais aller voir, expliquer la petite fille, la fille qui pète les plombs un peu, tu leur dirais quoi pour qu'ils... Bah, rappelez-vous votre adolescence, peut-être. Oui. On a envie d'expérimenter des trucs et c'est compliqué comme âge, hein. On est entre deux choses. Ouais. Entre justement ce moment où on est enfant et complètement pris en otage des parents et ce moment où on aspire à tellement de liberté, en fait, qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas d'indépendance financière. On l'a jamais, en fait. On est tout le temps dans l'attente de la liberté dans la vie. C'est ça. Et en fait, quand on devient adulte, on se rend compte que cette liberté, elle coûte bien plus cher que ce qu'on pensait. Après, tu as d'autres contraintes qui sont bien moins marrantes. Ouais. Que celles de juste tes parents qui te disent à quelle heure tu dois rentrer. Ça. On est assez d'accord. Donc profite de cette... c'est ça que je dirais à la fille de 15 ans et à mes parents, bah oui, de comprendre et de se rappeler. Mais en même temps, j'imagine qu'ils n'ont pas eu la même adolescence. Bien sûr. C'est pas la même génération. Mais j'avais vu quelqu'un, c'est Tom Hanks, qui disait à la télé, on lui demandait quelle était la chose qu'il aurait aimé savoir plus tôt. Et il disait, j'aurais bien aimé connaître déjà à l'époque le concept de ça aussi, ça passera. C'est vrai, on a du mal à comprendre que les choses, à prendre du recul à 15 ans, c'est clair. On se confronte avec tellement de violence à tout ce qui nous arrive. Ça va pas tellement mieux après, je pense, parce que on a toujours un peu de mal avec le recul. En fait, on n'est pas très patient. On se dit, je veux tout de suite, là, boum. Oui, mais on apprend quand même à laisser glisser. Oui. Tu trouves pas? Moi, j'ai l'impression qu'on apprend. Bah, on est tout le temps en train de résister à des choses à chaque fois différentes, mais c'est quand même un peu de la résistance, je trouve. Alors, j'ai une question un peu étrange. C'est quoi le sens que tu trouves à la vie aujourd'hui? Le sens que je trouve à la vie. C'est de faire des choses, d'avancer sans me décevoir moi-même, tu vois. J'ai l'impression d'être d'accord avec moi-même, de faire des trucs aussi bien dans mon travail que dans mes relations avec les autres, de faire des choses qui correspondent à mes principes et à ce que je veux donner et ce que je veux recevoir aussi. Et d'ailleurs, quand je le fais pas, c'est dur, parce que parfois, je suis pas du tout irréprochable. Parfois,
Parfois, j'ai le sentiment de ne pas être assez présente pour quelqu'un, quand on aurait besoin, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est, tu vois, ça me déçoit de moi-même. Mais donner du sens à la vie, c'est ça, je trouve. Ne pas s'auto-décevoir. Être à la hauteur de... être en équation avec ses valeurs, quoi. C'est cool, ça. Alors après, est-ce qu'il te reste des questions sans réponse? Bah... Il y a quoi après la mort? J'avais vu quelqu'un interviewé et on lui disait « Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Et le mec répond « On manque aux gens. » J'ai adoré. Ouais. Les gens qui nous aiment, on manque aux gens qui nous aiment. Qui nous aiment. Ouais, mais ça, c'est pour ce qui reste derrière soi. Je sais, mais je trouve que c'est une super pirouette. Ouais, c'est chouette. C'est retourner le prisme, en fait. Non, c'est cool. Je pense qu'une très grande erreur de l'existence, c'est de se préoccuper de ce qui se passe après. Soi-même. Mais non, mais c'est... si on est libéré de cette information, je crois profondément que c'est qu'il y a une raison pour ça. C'est qu'on ne doit pas savoir. Mais oui. Si tu ne te rappelles pas de comment c'était dans ton ventre, c'est sûrement qu'il y a une raison pour ça. Et je fais confiance à la nature, entre guillemets, ou peu importe ce que tu vas appeler nature, Dieu, les énergies, l'univers, peu importe l'appellation. Mais on sait bien qu'il y a une chose qui nous dépasse. Bah oui, mais sinon... Peu importe l'appellation que tu lui donnes, il y a une chose qui te dépasse et que tu n'es visiblement pas censé comprendre. Il faut cultiver une espèce de quête de quelque chose ou de mystère. D'élévation, quoi. Et une dernière question, un peu triple question, puisque je ne sais même pas si je te l'ai envoyée celle-là. Si tu avais la lampe d'Aladin et tu avais 3 vœux, c'est un petit exercice que je te propose. Qu'est-ce que tu lui demanderais? Au génie? Ouais. Qu'est-ce que je lui demanderais? D'avoir toujours le minimum pour pouvoir vivre justement sans pas être riche, mais juste un minimum syndical, tu vois, pour pouvoir vivre sans ça, tu l'as déjà. Pas survivre. Bah oui, mais je veux dire l'avoir pour toujours. Ah, sans travailler? Non, pas forcément. Mais pas jamais dégringoler. D'accord. Il y a des personnes qui travaillent et puis qui du jour au lendemain, tu vois, se retrouvent à la rue. Ça arrive. D'accord. Donc jamais avoir besoin de chercher à survivre. Après, c'est mal barré parce qu'on va tous devoir essayer de survivre, je pense, à un moment. Bon. Qu'est-ce que je lui demanderais? Et puis aussi donc de rester toujours entourée. Et puis après, comme 3e vœu, de rester toujours amoureuse. C'est chouette. C'est un beau programme. Eh ben, c'est parfait comme chute, je trouve. Je te remercie, Marie, de ta confiance et d'avoir rejoint la série et pour ce moment de pur bonheur. Avec plaisir. Merci à toi. Alors maintenant, il faudrait que tu fasses un petit clap de clôture. Comme ça? Yes.